Bonjour, bienvenue dans la présentation d'Enron. Enron est une firme issue de la fusion entre deux sociétés en 1985 par Kenneth Lay aux États-Unis, possédant à la base un réseau de gazoducs classique. Au début des années 1990 et avec l'arrivée de Jeffrey Skilling, Enron adopte un nouveau modèle avec la création de la Gas Bank, une chambre de compensation pour le gaz. Cette politique sera suivie en 2000 par le lancement d'une plateforme de trading où seront négociés jusqu'à 2100 produits. Par ailleurs, sa valeur boursière ne cesse de croître à 90% en un an. Aussi, le magazine Fortune l'élite même 6 ans de suite l'entreprise la plus innovatrice. Lors de ses premières années, la société collabore avec une autre entreprise texane dont le PDG n'est autre que George W. Bush, le futur président des États-Unis. Ken Lay, le PDG d'Enron, était le plus grand contributeur à la campagne George W. Bush. Mais finalement, Enron fait faillite en 2001, provoquant une évolution de la réglementation financière et comptable aux États-Unis. We're strong believers in competition. We have the people and the skill base and experience to win in a competitive marketplace. What are you seeing for next week and the balance of the month, Hank? Virtually every industry that's opened up for competition sees tremendous innovation almost immediately. Reducing electricity costs is only one benefit from choice and competition. We're creating whole new businesses, in some ways even whole new industries. Every year, every day, every week, you have to come up with new ideas, new approaches to the business. That's not easy, but I think if you can get the organization in that mode, it's a tremendous competitive advantage for the company. It starts with good people. Recruiting, retaining, motivating, creative people, intelligent people, really have the capability of thinking about the world a little differently. And if you have good people and you have that good environment, they start coming up with good ideas that work in the market. In the old days, I think a lot of companies were designed as mechanisms. So you were this cog here and that turned that wheel there, and everybody knew exactly what their job was. It's increasingly hard to run a company that way when you see the kind of change we see in our markets. We begin by attracting the kind of people that are more comfortable in an environment of change. You know when you work for Enron, you're going to see the newest thinking, you're going to see the newest products, the newest services, you're going to see the newest markets opening up, the newest ways of thinking about things. We do create entrepreneurial centers. We do allow people a lot of discretion in how they run their businesses. A lot of organizations like to stamp out the nonconformist, the non-conventional thinker. But a lot of times they're the people that really are the future because they're thinking about things differently. They come up with new ideas. Many studies have shown that some of your most creative ideas come from some of your newer and younger employees, and also from your employees that are more remote from headquarters. Now, I'm not sure what that says about headquarters necessarily. And we found that the quality of ideas is proportional to the distance from the 50th floor. We have a lot of very aggressive people in the company. A lot of people have a point of view on what they should be doing and how the company ought to evolve, and that's great because that's what you want. You want the organization to move as people find opportunities. You may disagree with someone, and that's fine. Let's get the disagreement out on the table and let's resolve it, but let's do it with mutual respect. Diversity is good. Diversity of ideas, diversity of backgrounds, diversity of people's opinion. It's incredibly important that we encourage diversity of people and diversity of thought throughout our company worldwide. It's a tough world out there. It's a very competitive world. There probably are times that there's a desire to cut corners, but we can't have that at Enron. Enron is a company that deals with everyone with absolute integrity. We play by all of the rules. We stand by our word. We mean what we say what we mean. We want people to leave a transaction with Enron thinking that they've been dealt with in the highest possible way as far as integrity and truthfulness and really doing our business right.
We really do want to be excellent at everything we do. Excellence, hopefully, in the ideas that we have, excellence in the people we have, excellence in how we treat our people, how we operate our plants, deal with our customers, protect the environment. Like everything else we do, we kind of set the standard. What it ultimately comes down to is your customers. Customers that view us as a resource, a unique resource to help them do their business or to make their lives better. We want to communicate to our customers that we will try new things, that we are innovative, that we'll help them do their business better than they could do it otherwise. When they think about Enron, I hope they think of innovation. They think of a company that's going to provide new, creative energy solutions. A company that will be on the cutting edge of the changes in the industry wherever those changes are occurring. In the process, we're redefining the energy industry. If there's one thing that I hope we can achieve, it is to create an environment where our employees can come in here and realize their potential. It's a wild ride. Enron Online will change the markets for many, many commodities. It is creating an open, transparent marketplace that replaces the dark, blind system that existed. It is real simple. You turn on your computer and it's right there. And if you want to do business, you push the button. That's our vision. We're trying to change the world. Les conflits qui ont conduit à la faillite d'Enron sont multiples. Premièrement, au niveau de dirigeants. Les dirigeants créent des liens forts avec la Maison-Blanche, liens auxquels ils attachent une grande importance et qui ont joué un grand rôle. En effet, ces liens avec l'administration et les politiques vont permettre d'empêcher le vote de certaines lois, de faciliter des opérations risquées grâce à l'influence au pouvoir politique, d'influencer la presse et les médias pour qu'ils ne jouent pas leur rôle de surveillance des entreprises et finalement de freiner les opérations de contrôle sur les activités risquées d'Enron. Aussi, la poursuite par les dirigeants de leurs intérêts personnels exclusifs et la confusion avec l'intérêt de l'entreprise elle-même. Le président du conseil d'administration et le directeur général poursuivaient un objectif de développement très rapide de l'entreprise, même après l'éclatement de la bulle boursière autour du développement des nouvelles technologies. Les dirigeants continuaient de prévoir un développement très important sur les marchés de l'énergie, mais aussi sur tous les marchés faisant à la gestion des dérivés. Il y a aussi des conflits au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Les employés ne sont pas impliqués dans la gouvernance de l'entreprise. Celle-ci apparaît manifeste à travers l'absence de représentants des directeurs de branche ou de services au conseil d'administration, ainsi qu'à travers le mécanisme de cloisonnement qui faisait que les responsables d'activité ne rencontraient les administrateurs que sur des points très précis. Aussi, la structure pyramidale faisant que les dirigeants seuls disposent à la fois du pouvoir et des informations. Cette structure leur a permis de risquer la survie de l'entreprise par des stratégies hasardeuses ainsi que de détourner les ressources de l'entreprise à leur profit. Ensuite, au niveau de contrôle, le non-exercice par les administrateurs de leur pouvoir et de leur devoir de contrôle. En effet, l'entreprise et notamment ses cadres dirigeants possèdent un code éthique qui en principe aurait dû la préserver. Ce code ressemble très largement au modèle du genre, interdisant expressément un certain nombre de comportements comme notamment l'utilisation d'informations privilégiées pour servir des intérêts privés, comme le fait qu'un prestataire soit à la fois chargé du contrôle et exerce des fonctions de conseil. En fait, le contrôle interne était bien doté de pouvoirs étendus, mais les dirigeants disposaient de moyens de passer outre aux recommandations des contrôleurs.
Le contrôle de gestion et comptable a été totalement défaillant. Les mécanismes internes et externes qui devaient protéger l'entreprise et ses actionnaires contre des comportements opportunistes de management ont été inefficaces. Et finalement, des conflits au niveau de la comptabilité. Arthur Andersen, le cabinet d'audit chargé de la révision des comptes d'Enron, ils ont aidé les dirigeants à dissimuler les pertes dans la comptabilité et à détruire les preuves. Le système compliqué visant à reporter les dettes d'Enron sur d'autres sociétés non consolidées dans le bilan de l'entreprise SPE n'a pu être établi qu'avec l'aide de professionnels de la finance capables de trouver une solution et de maquiller les opérations qu'elle nécessite. Pour Arthur Andersen, on évoque un conflit d'intérêts puisque le cabinet était à la fois auditeur et conseiller de l'entreprise. Cependant, ce n'est pas la seule raison. De nombreuses banques d'affaires ont facilité la réalisation des opérations de thèse d'Enron. Aussi, les agences de rating, les analystes financiers ont eu aussi leur part de responsabilité devant la complexité et l'opacité. L'éclatement de la bulle Internet en 2000 et 2001 fait tanguer les valeurs Enron dont les partenaires banquiers demandent le remboursement des emprunts qui de leur réapparaissent au bilan. Le 2 décembre, la multinationale se déclare en faillite. Le cours de l'action chute à $1 en quelques mois. Environ 20 000 salariés sont immédiatement licenciés et des centaines de milliers de petits épargnants ayant confié leur fonds de pension à Enron. Perdent l'essentiel de leur capital retraite, celui-ci étant constitué aux 2/3 de parts dans l'entreprise. Le cabinet Arthur Andersen, qui a vu cautionner une partie de la manipulation, tombe aussi après avoir essayé de faire disparaître les preuves. Les responsables sont condamnés et cette affaire conduit au changement des normes comptables des entreprises, normes IAS et IFRS. Jeffrey Skilling purge une peine de 24 ans et Kelley est mort d'une attaque cardiaque peu après le verdict. You want us to believe that you sat there in your office and had no clue that this place was about to collapse. On the day I left, on August 14th, 2001, I believed the company was in strong financial condition. I did not do anything wrong that was not in the interest, and all the time that I worked for Enron Corporation, that was in the interest of the shareholders of the company. If I could go back and redo things, I would not. peut proposer comme solution l'indépendance des administrateurs. Les membres du conseil d'administration d'une entreprise ont la responsabilité de voir à son bien-être et sa pérennité. Les administrateurs ne doivent avoir aucun lien avec les dirigeants ni aucune relation d'affaires avec l'entreprise. L'intégrité. Le conseil doit s'assurer que l'entreprise et tous ses dirigeants respectent les lois et les règles en vigueur. Il est responsable du respect de l'éthique, de la santé et de la sécurité des employés. La reddition de comptes. Les administrateurs doivent rendre des comptes aux actionnaires ainsi qu'aux parties prenantes. Il faut aussi entamer une planification stratégique. L'entreprise doit faire preuve de transparence avec toutes les parties prenantes, y compris le public, ses clients et ses fournisseurs et la communauté. Il doit y avoir aussi des systèmes de contrôle interne solides pour détecter toute fraude et il faut que les auditeurs internes soient assez dignes de confiance pour mener à bien cette mission.